Bonjour, je suis Patricia, coordonnatrice provinciale de la ressource et bienvenue au balado de la ressource. À la loupe, les ressources professionnelles francophones en Ontario. La ressource est une initiative provinciale qui vise à améliorer l'accès aux services cliniques spécialisés francophones en Ontario. La ressource épaule les professionnels et les agences qui offrent des services à des adultes francophones ayant des déficiences intellectuelles et des besoins cumulés de santé mentale ou présentant des comportements ayant des défis. Une des initiatives de la ressource est donc de partager des ressources en français. Nous avons un site web dans lequel on peut retrouver des articles, des mémoires et des ressources sur le sujet de la déficience intellectuelle et des sujets connexes tels que la sexualité, la trisomie 21 et la santé mentale. Nous animons également des groupes de discussion virtuels avec des participants travaillant dans le secteur de la déficience intellectuelle à travers l'Ontario sur des sujets variés tels que les défis en matière de logement, le mapping communautaire et la mort et le deuil. Alors, nous commençons un nouveau moyen de partage des ressources, soit le balado-diffusion. Pour notre sujet d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le trauma. C'est quoi le trauma et comment on peut constater le trauma et intervenir auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle? Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, nous avons invité Dr. Maude Champagne. Avant tout, un peu sur Maude. Maude est une neuroscientifique, une travailleuse sociale et une thérapeute reconnue nationalement pour sa conception, sa mise en œuvre et son évaluation de multiples programmes de soutien aux familles ayant des multiples complexités. Donc, Maude, bienvenue à notre série de balado avec la ressource. Merci, je suis contente d'être là. Oui, merci. Donc, Maude, parle-nous un petit peu de toi et de ton parcours professionnel. Dans le fond, moi, je suis travailleuse sociale, psychothérapeute. J'ai aussi un doctorat en neurosciences. Dans le fond, le focus de mon doctorat, c'était pour aider les familles qui ont un enfant avec un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale, mais qui a des comportements agressifs. Puis c'est tout le temps dans le contexte de, oui, les troubles neurodéveloppementaux, mais aussi du trauma. Donc, je me spécialise aussi en trauma, spécialement le trauma qui est arrivé pendant l'enfance. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis je suis moi-même parent, dans le fond, d'enfants qui ont divers besoins spéciaux, là, qui en a plusieurs. En fait, 3 de mes enfants sont devenus adultes déjà. Fait Wow! que, c'est ça. Fait que j'ai divers chapeaux, dans le fond, de chercheur, clinicienne, mais aussi j'ai l'expérience personnelle de prendre soin de des personnes qui ont qui sont en diverses situations de handicap ou de troubles neurodéveloppementaux. Parfait. Merci. Donc, commençons avec le sujet sur le trauma. Mais avant qu'on commence, ça serait bien de définir c'est quoi le trauma. Et j'avais un petit peu de recherche. Donc, il y a un trauma complexe et simple. Donc, c'est quoi le trauma et c'est quoi la différence entre les deux? Oui, puis c'est important de le définir parce que il y a quand même des différences importantes. Puis ces différences-là, c'est pas juste dans les termes qu'on emploie, mais de comment ça va se répercuter chez la personne. Mm, Dans le fond, le terme qui est défini en français, surtout au Québec, puis un très bon livre par Delphine Colin-Vézina qui s'appelle Trauma complexe. En fait, c'est le trauma de développement complexe. C'est un trauma qui est arrivé dans l'enfance et pas seulement une situation, c'est des situations qui sont répétées, par exemple, d'abus, de négligence, et c'est souvent dans des contextes interpersonnels. Donc, on ne parle pas, là, par exemple, ta fille, elle aurait eu un accident d'auto une fois, puis c'est pas de la faute à personne. On parle de, par exemple, des abus physiques à répétition de la part, par exemple, du père et de la mère mm. ou des abus sexuels de l'oncle, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est des événements qui vont euh, fortement modifier le cerveau d'une personne, dans le fond, sa psychologie, de la façon qu'elle va gérer ses émotions, de la façon qu'elle va voir le monde, même au niveau des sensations physiques, ça peut être Mhm. altéré. Puis comme le cerveau est en développement, on est plus vulnérable, donc les impacts sont plus grands que si, par exemple, j'ai une enfance sécurisante, j'ai une enfance où j'ai peut-être des petits traumatismes, là, mais tu sais, pas des trucs à répétition où est-ce que je ne pouvais pas faire confiance, par exemple, aux adultes. Puis là, il m'arrive quelque chose comme adulte, j'ai déjà une résilience de bâti. Donc oui, OK. ça peut changer le cerveau, mais pas dans la même mesure, parce que mon cerveau n'est plus en développement.
Donc de là, c'est là la plus grande, distinction entre disons un trouble de stress post-traumatique versus un trauma complexe. Parfait. Donc, complexe, c'est plutôt un trauma qui est plutôt comme à l'enfance, exposition répétée. Simple, ça peut arriver à l'adulte, mais c'est plus, ponctuel. Oui, exact, c'est ça. OK, excellent. Donc, est-ce que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, parce que c'est vraiment, notre lentille, est-ce que les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont plus vulnérables au trauma? Oui, en fait, puis à plusieurs égards, dans le fond, on sait que, par exemple, les personnes, qui sont en situation de handicap puis avec une déficience intellectuelle, ont plus de facteurs de vulnérabilité, puis pour avoir par exemple, des abus sexuels, des abus physiques. On parle aussi des fois d'abus financiers quand ils sont plus vieux. Mmh. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi que moi j'ai vu souvent où est-ce que, par exemple, la personne va avoir, une déficience intellectuelle et peut-être d'autres troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme, par exemple. Puis là, on sait pas ce qui se passe avec cet enfant-là. Donc là, on essaie toutes sortes d'interventions, sont tout le temps dans le trouble. Puis ça crée un trauma complexe, dans le fond, Oui. même s'ils ont des parents qui sont adéquats, des gens autour qui sont adéquats. Fait qu'on en voit plus souvent, ont des difficultés d'attachement. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont des troubles neurodéveloppementaux, leur, capacité à gérer le stress de façon biologique n'est pas la Mmh. même. Donc, on a tout un taux de cortisol, ça, c'est notre hormone de stress dans notre corps, puis notre corps va être capable de réguler ça. Mais quelqu'un avec un trouble neurodéveloppemental, souvent, ça se fait pas de la même façon dans leur corps. Fait qu'il y a cet aspect de vulnérabilité-là sur laquelle on n'a pas tant de contrôle aussi. Fait que, tu sais, si on a le même tu sais, moi, exemple, si j'ai un système nerveux plus vulnérable que toi, on va avoir la même situation qui nous arrive, mais moi, je risque d'être plus traumatisée que toi. OK, OK. Mmh. Donc, est-ce que donc, avec cet état de vulnérabilité, un mot qui est difficile à dire pour Oui. moi, est-ce que le trauma est souvent détecté ou est-ce qu'on compare à quelque chose d'autre? Mais je pense que ce qui est difficile avec les personnes qui ont une DI, c'est que, premièrement, il y a beaucoup de psychologues qui ne sont pas, formés pour donner de la thérapie pour le trauma et pour la DI. On dirait que, tu Ensemble, sais, c'est ouais. très en silo, puis là, on va traiter certains aspects de comment on peut améliorer la qualité de vie de la personne qui a une DI ou, tu sais, exemple, des habiletés de vie, mais Mmh. on ne saurait pas trop comment traiter leur trauma parce que souvent, on va traiter le trauma de façon verbale, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui fonctionne avec eux. Mmh. Fait qu'il y a cet aspect-là. Je pense aussi qu'il y a des aspects des personnes qui ont des DI qu'on peut penser que c'est du trauma et vice-versa. Tu sais, par exemple, une personne qui va avoir beaucoup de rigidité, de la difficulté avec des transitions, c'est un symptôme ou un aspect d'une personne qui a un DI qui est commun, mais c'est aussi commun chez les personnes qui ont un trauma complexe, entre autres. Fait que des fois, c'est difficile de savoir, OK, tu sais, la poule ou l'œuf, là, tu sais, qu'est-ce qui est Ouais, ouais, venu ouais. un avant l'autre, tu sais? Mais Ouais. souvent, c'est plus que le symptôme, il est aggravé par un ou l'autre. Donc, comment est-ce que le trauma est manifesté par, une personne qui a une déficience intellectuelle et comment est-ce qu'on peut observer si une personne a subi un trauma? Comment est-ce qu'on le sait si ils ont la difficulté d'en parler ou si on ne connaît pas trop son passé? Je pense que c'est sûr que si c'est un trauma qui est récent, on peut peut-être le voir dans un gros changement de comportement. Par exemple, la personne peut devenir plus rigide, peut être plus émotionnelle, avoir plus de difficultés avec les transitions par rapport à son baseline, par exemple, d'habitude. Là, c'est peut-être, OK, est-ce qu'il est arrivé un trauma récemment, quelque chose qui ont de la misère à verbaliser? En même temps, un trauma complexe, est-ce que premièrement, c'est pas un diagnostic, OK? C'est plus, tu sais, pour avoir un diagnostic, il faut que ce soit dans le DSM. Le trauma complexe n'est pas OK. dans le DSM pour toutes sortes de raisons, mais quand même, on peut se dire: «Bon, est-ce que je pense que cette personne-là a vécu des situations où est-ce que sa sécurité était compromise quand elle était jeune? Mmh. Est-ce Mmh. qu'elle a vécu des situations où est-ce que
Ça a probablement aggravé certaines facettes de sa déficience intellectuelle, qui est pas, que la déficience intellectuelle est pire, mais certains attributs, souvent, de chez ces personnes-là, est-ce que ça empire? Donc, est-ce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés avec les transitions? Est-ce qu'il y a certaines situations où est-ce qu'on voit que la personne se désorganise vraiment beaucoup, puis qui ont vraiment peur? Tu sais, on le voit souvent dans la Hmm, peur, l'anxiété, difficultés du sommeil, des troubles aussi somatiques, c'est tous des troubles, exemple des douleurs, où est-ce qu'on ne voit pas nécessairement de problèmes physiques. Donc ça pourrait être des signes que oui, la personne a probablement, un trauma complexe. Un autre aspect, c'est, la vision qu'ils vont avoir du monde. Les personnes qui ont un trauma complexe, souvent, vont avoir de la difficulté à faire confiance, puis souvent, ils vont avoir une vision un peu pessimiste de la vie OK. ou de l'humanité. Ils vont faire beaucoup de commentaires là, sur «Ah, je pense qu'il a fait ça pour me faire du mal» ou tu sais, l'interprétation des comportements dans le fond qui se font, on appelle ça la mentalisation. Souvent, ça, c'est affecté chez les personnes qui ont un trauma complexe. Oh, wow! Donc, c'est important aussi donc de savoir l'aspect biopsychosocial ou multimodal d'une personne pour savoir est-ce que c'est juste un comportement, un trauma complexe, qu'est-ce qui explique euh, justement ce trauma ou le comportement. Donc, parlant de ça, donc, quelle approche et quelle intervention est-ce que tu peux nous partager qui pourrait mieux soutenir la personne qui a eu un ou qui a un trauma complexe? Dans le fond, ce qu'il faut se rappeler avec le trauma complexe, c'est que c'est un trauma qui est en majoritairement relationnel. On parle pas d'un accident d'auto, là. On Non. parle de c'est en relation avec quelqu'un, c'est relié à le bris de confiance beaucoup. Donc la réparation se fait dans les relations aussi. Bâtir la confiance avec une personne qui a un trauma complexe, c'est plus complexe. C'est moins simple. Ça prend plus de temps. Ça se passe aussi par la réparation. Si la personne, elle comprend mal nos intentions, elle a mal compris, ou même si on a fait quelque chose, on a dit quelque chose qu'on regrette, la réparation est hyper importante. Heu et sans faire tout un discours, expliquer nos intentions. Mhm. OK, je dois faire ça pour telle raison, pour ton bien. Parler que c'est pour le bien de la personne, la structure, tout Oui. ça, là, tu sais, avoir, des calendriers visuels, leur dire d'avance, leur dire le pourquoi, sans que ce soit très long. Ça, c'est très, très important pour les personnes, c'est rassurant. Les préparer pour les transitions aussi, le soutien émotionnel par la co-régulation. La co-régulation, c'est avec une autre personne. Ça, c'est hyper important encore, on pense au côté relationnel, des choses. Puis, moi, tu sais, c'est peut-être plus pour les intervenants, mais ce que moi, j'ai constaté dans ma pratique privée, c'est que les personnes qui ont des DI, souvent, aiment beaucoup les histoires. Donc, parfois, tu sais, je vais parler de des situations, puis je vais dire: «Ah, ben, c'est comme telle histoire», puis là, je vais utiliser une histoire sur des animaux. Oui, Pas OK. nécessairement eux, mais là, c'est imagé, ils aiment ça, ils peuvent c'est un peu abstrait, mais une histoire, c'est quand même concret. Fait qu'ils Mhm. arrivent à faire des liens puis à comprendre un peu leur vécu à travers des histoires. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup, pour traiter leur trauma. Les personnes aussi qui sont formées pour tout ce qui est, EMDR, brain OK, spotting, c'est oui. des approches aussi, qui peuvent bien fonctionner. Si on a par exemple, on soutient cette personne-là qui a des comportements qui sont agressifs, qui sont, tu sais, comme dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Là, il y a une approche qui s'appelle la résistance non violente. Ça, c'est une approche pour laquelle je donne des formations. Il y a de l'information quand même sur mon site web. C'est une approche, dans le fond, qui est communautaire. C'est comment on peut intervenir auprès de cette personne-là, mais avec plus de personnes autour d'eux et ne pas travailler en silo parce que même nous, quand on travaille avec des personnes qui sont traumatisées, on peut être complètement brûlé, on peut se sentir seul, on peut se sentir démuni, on peut se sentir qu'il n'y a rien qui fonctionne. Fait que cette approche-là communautaire protège l'intervenant, mais protège aussi la personne de certains de ses comportements ou de ses décisions qui sont pas nécessairement dans leur meilleur intérêt. Oui, non.
Mais comme avec quel genre de personnes que tu vas travailler dans la communauté, puis qu'est-ce qu'on fait justement dans cette intervention? Ouais, peut-être plus concrètement, C'est intéressant. moi, c'est sûr que je travaille avec des jeunes, tu sais, des jeunes ou des jeunes adultes, OK? J'ai pas des adultes plus vieux que 25-30 ans, OK, que je Mmh. vois dans ma pratique. Fait que c'est un petit bémol, mais dans le fond, ce que j'essaie de faire souvent, c'est par exemple, il y a un jeune adulte que je connaissais, il avait dépression, DI, il avait été exposé prénatalement aux drogues, à l'alcool, tu sais, puis il avait été adopté quand il était plus vieux, fait qu'il y avait des troubles d'attachement, des traumas complexes, il en Ah voulait là, shit. à plein de personnes dans sa vie. Il y avait des deuils non résolus. Faisait pas nécessairement des bons choix, il était agressif envers les autres. Fait que, bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les parents, il y avait des parents aimants, extrêmement compétents. Fait qu'on est allé au début trouver des personnes qui pouvaient aussi soutenir les parents pour leur donner du répit, qui étaient Mmh. plus capables d'être, quand ils sont à la maison, ne sont pas tout le temps brûlés. Avoir des gens même à la maison, quand tout le monde est là pour ne pas que les parents se sentent seuls, quand il devient agressif. Bon, Mmh. puis après ça, il était plus agressif là, avec nos interventions, mais quand même, au début, c'est ça qu'on a fait, que les parents aient des personnes qui peuvent appeler quand ça devient difficile. Fait qu'on a, au début, soutenu les donneurs de soins, OK? Même Oui, si c'est des important. parents d'un enfant adulte, OK? Oui. Puis après, on a aussi été voir, bon, il y avait moi comme thérapeute qui pouvait lui parler, mais il y allait à des groupes d'habileté sociale. Donc là, on s'était tous mis d'accord pour envoyer le même message. Puis c'était un message dans le fond, quand il était fâché, il y avait un certain plan qu'il fallait qu'il suive, certains outils. Puis là, ça nous a aidé très, très concrètement. Mais aussi, tu sais, quand je parlais de la baseline, qui sont plus vulnérables, Oui, pour lui, de oui, faire de l'exercice a vraiment transformé un peu sa baseline. Fait qu'au lieu d'être tout le temps dans le stress, dans le gros cortisol, il était un petit peu plus bas. Fait que le buffer, avant qu'il éclate, était plus grand. Mais on avait quelqu'un qui venait à tous les jours au début faire un peu d'exercice avec lui, là. Sinon, c'était comme on n'allait pas lui dire: «Bon, regarde, maintenant, tu fais, 1/2 heure d'exercice par jour», OK? Tu sais, comme un oui. adulte neurotypique a de la misère, OK? Ah 100%, Je vais 100%, m'inclure ben oui. là-dedans, là, tu sais? Moi Fait aussi, absolument. que, c'est sûr que bon. Fait que ça, c'était un autre des aspects. Fait qu'on avait plusieurs personnes aussi qui envoyaient le message. Lui, il en voulait beaucoup, par exemple, à ses parents biologiques. OK? OK. Puis cette amertume-là était très présente dans sa vie, dans plein d'aspects. Puis ça, c'était relié à son trauma complexe, pas sa DI. Ouais. Puis mais le fait qu'il n'y ait pas eu de thérapie adaptée a fait que ça a continué même à l'âge adulte. Fait que moi, je disais beaucoup les histoires pour parler comment ses parents, eux aussi avaient un trauma, avaient souffert, mais c'était des histoires avec des tu sais, le petit chiot comme qui est dans la rue, puis qui a pas assez à de nourriture, puis là, le petit chiot, il y a pas de papa puis maman chien, tu vois? Ah, Oui. OK, ça l'a amené une empathie chez lui envers ses parents biologiques. Puis à force de aussi répéter que les adultes autour de nous font leur possible, puis ce message-là venait de plusieurs endroits dans sa vie, ça l'a transformé sa façon de penser. Mmh. C'est sûr que ça revient des fois. Puis travailler, tu sais, la zone grise aussi, tu sais, il était très rigide dans soit que tu es une mauvaise personne, soit que tu es une bonne personne. Ça, c'est typique aussi des personnes qui ont des DI ou des Blanc, troubles noir, ouais. neurodéveloppementaux, oui. Mmh. Fait qu'aller travailler dans le milieu très visuellement. OK, cette personne-là, tu la vois, là, elle est ici, elle est dans le rouge, cette personne-là dans le vert, elle est presque parfaite. Y a-tu quelque chose dans le milieu? Là, je te donne des exemples. Toi, ta mère, il aimait tellement sa mère, là, sa mère adoptive, là. Ben, elle a fait ça l'autre jour. On la met-tu dans le rouge ou elle est encore dans le vert? Ah, Oh, OK, là, peut-être dans le jaune. Fait que là, on OK. allait travailler, tu sais, pour qu'on arrive à être moins rigide. Ben oui, dans le monde, il y a des gens qui sont peut-être dans le rouge, tu sais, puis il faut les Oui. reconnaître, ces personnes-là. Ça fait aussi partie des défis des personnes avec des traumas complexes. Des fois, ils mettent des flags, là. On lève le drapeau rouge, mais on devrait pas. Des fois, on devrait, puis on le lève pas. Fait que c'est de travailler ça aussi. J'aime beaucoup cette approche-là parce que ça fait vraiment, travailler la communauté puis de pas, comme tu as mentionné, travailler en Mmh. silo. C'est sûr que c'est important ou en tout cas moi, je trouve que c'est important de pas laisser les proches aidants seuls, de pas même laisser les intervenants Mmh. seuls. Il faut travailler ensemble. On a le même but, on le fait de façon différente, peut-être, mais le même but, c'est de bien soutenir, la personne et juste avoir accès à la communauté, l'inclusion sociale, c'est plus que positif pour, une personne.
Est-ce que, il y a des actions qu'on peut mettre en place, pour, réduire les risques de traumatisme? Ou peut-être ou de réduire peut-être les comportements qui viennent avec le trauma complexe. On a mentionné des interventions, mais y a-tu, d'autres choses qu'on pourrait penser, surtout pour les intervenants qui travaillent dans des milieux de vie? Oui, c'est une bonne question. Tu sais, ou je pourrais appeler ça un risque de retraumatisation. Ah Dans le oui, fond, OK. oui, je pense que, tu sais, à cause de la vulnérabilité, c'est sûr qu'on ne veut pas tomber nécessairement dans le contrôle, mais les personnes quand même qui ont un trauma complexe vont être plus vulnérables à ce qu'ils voient dans les médias, par exemple. Ce qu'ils voient à la OK. télévision, ce qu'ils regardent comme vidéo. Tu sais, il faut faire attention à notre cerveau. Nous, si on est neurotypique, par exemple, on n'a pas de trauma, mais encore plus ces personnes-là qui ont eu des traumas. Fait qu'être un peu vigilant sur ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient. Penser à tout ce qui est approche sensorielle pour, tu sais, quand je parle de la baseline, Oui. bon, est-ce on fait de l'exercice? Est-ce qu'on a des mouvements rythmiques? Mouvements rythmiques, c'est, taper des mains, danse en ligne, se bercer même. Hem, Ça régularise le système nerveux. On peut penser aussi à faire, du mouvement rythmique, mais avec d'autres, comme une chorale, par Ah, OK, exemple. oui. Ou même la danse en ligne, justement, c'est un peu difficile la danse en ligne, là, mais tu sais, quand on est ensemble, ça guérit. Encore La plus le trauma communauté. complexe. Oui, la communauté. Tu sais, on peut pas Mmh. refaire ce qui a été fait dans le passé, mais on peut aller régulariser le système nerveux, justement par, tout ce qui est sensoriel, puis qui est pas Mmh. nécessairement la parole. D'en parler va pas nécessairement les aider. Encore là, les histoires, s'il y a des choses qu'on voit qui est très, très difficile pour eux, peut-être aller creuser, essayer de voir c'est quoi là-dedans qui est un déclencheur. Hem, Chose que je vois aussi, c'est que, tu sais, quand il y a beaucoup d'anxiété, des fois, on réduit l'anxiété par l'évitement. Des fois, ça peut être une bonne idée, mais des fois, c'est pas une bonne idée. Fait que, tu sais, si vous avez accès à des professionnels qui peuvent vous aider de dire: «Est-ce qu'on évite les ascenseurs tout le temps?» ou on fait, on progressivement, on y retourne avec du soutien. On pense aider quand on évite, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Non, c'est pas toujours parce que Mmh. leur monde peut devenir très, très petit, là. Ouais. Tu sais, que là, on sort plus, on va plus à l'épicerie, puis là, on va plus prendre des marches, puis on peut plus aller au parc parce qu'on va avoir un chien, puis là, on peut tu sais, je suis sûre que tu peux penser à plein de situations, là. Il y en Absolument, a que leur oui. monde deviennent vraiment trop petit à cause de l'anxiété, puis c'est pas nécessairement bon. Bon point. La dernière question, Maude. Donc, je pose ces questions à tous, mes invités. Dans une phrase ou 2, quelle est la ressource, soit une idée, une réflexion, une ressource que tu aimerais partager avec nos auditeurs? En fait, je lisais ce matin une situation de Gandhi qui utilisait, en fait, la résistance non violente que moi, Oui. tu sais, que c'est une formation que je donne puis que j'aime beaucoup. Puis c'est pas la communication non violente, c'est vraiment la résistance non violente quand il y a des comportements qui sont dangereux. Puis il disait: «Le courage n'est pas né dans la solitude, mais le courage, ça naît dans, le fait d'être ensemble». Puis Oh! des fois, tu sais, il y a des choses qu'on est comme: «Qu'est-ce que je peux faire?» Mais c'est plutôt: «De quelle autre façon je pourrais le faire ou avec qui?» Tu sais, c'est plus ça des fois la question Ouais. qu'est-ce que je peux faire de plus moi seule? Tu sais, souvent le courage va naître dans la en anglais, ils disent togetherness, like Oui. ensemble, en Ouais. communauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis c'est ça, hein, je pense que, tu sais, d'ailleurs les organismes communautaires, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de recréer une communauté qu'on a beaucoup perdue dans notre société. Puis, comme tu dis, favoriser l'inclusion. J'aime beaucoup aussi l'aspect de la communauté. Je pense que c'est très important, puis on oublie souvent, surtout avec les pénuries d'employés qu'on a, ou la pénurie qu'on a, les problèmes de financement. Donc, on n'a pas le choix de comme vraiment regarder autour de nous avec l'approche que tu fais, que tu nous as donné des exemples et que c'est une très belle approche, ça. Et merci beaucoup, Maude. Ce Oui, ça fut fait plaisir. plaisant de parler avec toi justement sur le trauma. Je te remercie. Merci beaucoup. Ce que je retiens de notre discussion, c'est qu'il existe différentes formes de trauma, soit le trauma simple et complexe.
et qu'il est essentiel d'en reconnaître les nuances afin de mieux comprendre les personnes et d'intervenir de manière adaptée. Chez une personne qui a une déficience intellectuelle, le trauma peut se manifester par des comportements régressifs et aussi même une augmentation des comportements. Notre échange a mis également en lumière l'importance de bonnes interventions et aussi l'appui de la communauté pour bien soutenir et mieux soutenir des personnes ayant des traumas. Pour les auditeurs, on a d'autres balados disponibles pour votre écoute, soit sur le système de compétences, le Skill System, le système judiciaire et l'employabilité. Pour l'instant, les balados sont disponibles sur Spotify, Amazon Prime, Apple et YouTube, et les liens des balados sont partagés sur le site web, l'infolette et le LinkedIn de la ressource. Donc, abonnez-vous et likez sur ces plateformes. Un grand merci à notre producteur Sébastien Larocque. Ton aide est précieuse dans la réalisation de notre série de balados. Et un grand merci aux auditeurs de votre écoute. Les balados de la ressource, c'est de faire briller les ressources professionnelles en Ontario français. Merci et à bientôt!